Il a été lancé le jeudi 5 mai au siège du patronat ivoirien, la 3e édition de l'African Digital Week. C'est une plateforme qui a pour but de mobiliser, valoriser et mettre en réseau les acteurs du monde digital africain. Également à Abidjan, le jeudi 5 mai s'est ouverte la conférence annuelle de l'Alliance Borderless. Cette 9e édition offre l'occasion aux organisations diverses d'échanger sur les voies et moyens pour accélérer l'intégration sous-régionale. Depuis le 30 avril 2022, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a un nouveau président élu. Ce vendredi 6 mai, les charges ont été passées à celui qui veut insuffler une nouvelle dynamique au Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec une page nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'Afrique augmentée, Deep Dive. Tel est le thème de l'African Digital Week 2022. Plateforme incontournable du digital à Abidjan, ce forum a pour but de mobiliser, valoriser et mettre en réseau les acteurs du digital en Afrique dans un cadre d'échange pour impacter l'avenir du continent. African Digital Week et DW a été lancé ce jeudi 5 mai 2022 à la Maison du Patronat. Les explications de Philippe Zabo et Marius Siri. C'est par un film bilan récapitulant African Digital Week 2021 qu'a commencé la cérémonie de lancement de l'African Digital Week 3e édition. J'ai eu l'occasion de revenir sur le bilan de l'édition 2021 qui s'est tenue durant 2 jours en pleine crise sanitaire où on a enregistré environ 760 participants en physique et près de 2000 personnes qui se sont connectées en cumulé sur les 2 journées. Donc, ces 2 journées ont permis aussi d'organiser l'Africa Digital Geek, donc une compétition qui est dédiée aux jeunes, qui ont permis de mettre en avant des solutions technologiques qui s'appuient sur des technologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain. Se basant sur ce bilan, les organisateurs ont trouvé bon de reconduire le même thème, l'Afrique augmentée, en y ajoutant Deep Dive, qui signifie en français aller en eau profonde. Aller en eau profonde en ramenant la technologie digitale aux secteurs dans lesquels les Africains travaillent le plus, comme le secteur primaire par exemple. Aller en eau profonde en sortant des théories pour la pratique. Aller en profondeur en faisant bénéficier le petit peuple des bienfaits du numérique. Deep Dive. Deep Dive, c'est le plongeon en profondeur. L'objectif cette année de l'Afrique augmentée, c'est de faire un plongeon à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Afritech, c'est-à-dire là où se jouent les révolutions, c'est-à-dire sur le terrain, dans nos entreprises, dans nos organisations, dans les filières paysannes, dans les filières de l'élevage, voir comment la technologie a commencé à transformer ces chaînes de valeur pour les rendre un peu plus agiles, plus souples, plus efficaces et plus économiquement rentables pour ce type de population. Comme vous le savez, on a une société qui se transforme numériquement, avec beaucoup plus de services axés vers les citoyens, avec beaucoup plus de services axés vers les entreprises, où le service public devient un élément essentiel. Donc on s'attend à ce que vraiment les réflexions aillent dans ce sens, à trouver des idées, des innovations, à trouver des mécanismes par lesquels les startups vont trouver leur point de développement à travers l'avènement du digital. Particulièrement cette année, comme le thème l'indique, c'est l'Afrique augmentée. Nous parlons du concept habituel de réalité augmentée pour indiquer qu'il y a un certain nombre de choses que nous faisons de manière courante que nous pouvons faire davantage décupler pour faire avancer notre continent. Le lancement de l'African Digital Week 3e édition s'est fait en présence de Philippe Eponon, vice-président de la CGCI, représentant le président. Le forum lui-même aura lieu en septembre 2022. Ce 7 et 8 mai, la rue ministre de la Rivera Palmeraie va se transformer en une foire gastronomique et de promotion des ressources halieutiques Made in Côte d'Ivoire. Ce sera à l'occasion de la première édition du festival Petit Marché de Poissons, un événement consacré à la vente et à la dégustation du poisson. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. L'objectif est donc de contribuer aussi à l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'un des visages du showbiz, Olopacha, l'empereur, esprit droit du feu, DJ Arafat, aujourd'hui reconverti. Walter Kofi et Ismaël Doza ont suivi pour vous.
La protéine animale la plus consommée en Côte d'Ivoire, le poisson, sera au cœur d'un événement qui se veut gastronomique et festif ces 7 et 8 mai à Abidjan. Le festival est dénommé le Petit Marché du Poisson et fera ses premiers pas sur la rue Ministre dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Le promoteur de l'événement Indian Pro, lors du lancement, a présenté sa vision, celle de contribuer à aider les populations face à la charte de la vie en leur donnant l'occasion de se procurer des espèces de poissons les plus prisées du marché à moindre coût. Ce sera aussi l'occasion pour les friands de poissons de déguster sur place dans une ambiance musicale. Les fondements du Petit Marché du Poisson, c'est un événement qui a un but socio-économique. Je m'explique. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, la cherté de la vie à Abidjan est un fait. La vie est hyper chère à Abidjan. Okay? Et nous, quand on était en train de mettre le projet sur place, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, puisque toi tu es dans la filière poisson, qu'est-ce qu'on peut faire qui aurait une connotation plutôt sociale? On a décidé de faire du poisson à moindre coût. Donc, le Petit Marché du Poisson, c'est d'abord un marché aux poissons. Ce marché aux poissons, il aura lieu les samedis et dimanches à partir de 9h jusqu'à 16h. Et en quoi consiste ce petit marché? C'est nos mamans qui sont vendeuses de poissons au marché de Cocody, au marché de la Palmeraie qu'on a approché. On leur a dit, bon voilà, on a un événement qui va se passer, mais ce qu'on va faire, c'est quoi? On demande simplement que vous soyez là, sur place, et on va vous fournir en poisson. C'est de faire un événement porteur qui puisse permettre à la population de se procurer en poisson à moindre coût, de bonne qualité, et pendant 2 jours. L'autre volet évoqué pendant la conférence de presse a été celle de la portée sociale et économique du festival. L'un des visages collés à cet événement est celui de Francis Didier Dubro, connu sous le pseudonyme de Olo Kwacha, ex-compagnon de feu Didier Arafat, aujourd'hui dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la vente de poissons. Un message fort que les organisateurs veulent envoyer à la jeunesse et aux fans de Didier Arafat, communément appelés les Chinois, à faire le choix de l'entrepreneuriat. Moi, ce que je peux dire à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est de travailler comme Olo Kwacha, travailler, avancer comme Olo, parce que dans la vie, il faut batailler pour avancer, il faut batailler pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Je vais appeler la jeunesse de faire comme moi, parce que dans la vie, il n'y a pas de cimetière. Du moment que tu nourris ton homme, c'est l'essentiel. Rappelons que la première édition du Petit Marché du Poisson est prévue les 7 et 8 mai à Cocody, Riviera Palmeraie. Une pléiade d'artistes invités pour l'occasion marquera cet événement qui attend plus de 3000 participants. Parlons d'intégration africaine. La 9e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise s'est tenue ce jeudi 5 mai à Abidjan. Elle est placée sous le thème « Accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest par la digitalisation ». Cette conférence annuelle offre l'occasion aux entreprises et aux organisations professionnelles une plateforme d'échange sur les voies et moyens afin d'accélérer l'intégration dans la sous-région. Les détails de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Après 2012 et 2015, c'est la 3e fois que la capitale économique de la Côte d'Ivoire accueille la conférence annuelle de l'Alliance bordelaise. Cette conférence annuelle se présente comme une plateforme de plaidoyer pour les réformes les plus urgentes dans le secteur transversal du transport, du commerce transfrontalier, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Plusieurs adresses ont marqué la cérémonie d'ouverture. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, prendre en compte le numérique à la frontière de nos États est une avancée significative. En sa qualité donc de caution nationale, dans le cadre du TRIE, le transit routier inter-État, notre institution est profondément attachée à la levée de toutes les formes de dysfonctionnement et d'abus pour des échanges commerciaux plus fluides et plus sécurisés pour nos entreprises. C'est en cela que l'apport d'éthique autour duquel fonde le thème central de cette conférence, à savoir accélérer l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest à travers la digitalisation. Cela devient donc une donnée fondamentale. Jonas Lagoa saisit l'occasion pour présenter le bilan positif de l'Alliance bordelaise après 8 éditions. Malgré les contingences liées à l'environnement international, à la crise sanitaire née de la Covid-19, à la crise sécuritaire que connaissent certains États de la région,
l'Alliance a, vaille que vaille, contribué à l'amélioration de la gouvernance routière et à l'élimination des barrières tant tarifaires que non tarifaires pour une libre circulation effective des personnes, des marchandises en Afrique de l'Ouest. La commission de l'UEMOA travaille à la facilitation et à la levée des difficultés à la traversée des frontières. Une partie des missions de l'Alliance bordelaise constituée en mai 2012 avec pour objectif de catalyser les efforts du secteur privé ouest-africain et de ses partenaires afin de proposer et de promouvoir des améliorations concrètes à la libre circulation en Afrique de l'Ouest convergent avec les objectifs de l'UEMOA. C'est au regard de cette convergence que les deux organisations collaborent depuis 2014 dans le cadre de la promotion de la facilitation du commerce et des transports. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des diplômes de reconnaissance aux partenaires et à tous ceux qui, par leurs actions et leurs projets, soutiennent l'Alliance bordelaise. Ce rendez-vous annuel de l'Alliance bordelaise du 5 au 6 mai 2022 offre l'occasion aux entreprises et organisations professionnelles du secteur privé d'échanger sur les voies et moyens d'accélérer le processus de l'intégration régionale et d'interagir sur le thème de la conférence à travers 3 autres sous-thèmes. Une page sport à présent. La cérémonie de passation de charge au comité national olympique entre le président sortant, le général Lassana Ikiré Palinfo, et le nouveau président élu Georges Ongouan s'est déroulée ce vendredi 6 mai 2022. C'est une cérémonie qui vise à donner tous les pouvoirs et attributions au nouveau président élu afin qu'il œuvre pour le bien-être de ces disciplines dont il est le maître à présent. Amidiara Souba et Richard Akeke. Un vent nouveau souffle à présent sur le comité national olympique CENO. La passation de charge entre l'ancien président Lansana Yekiré Palinfo et le nouveau président Georges Ongouan a tenu toutes ses promesses. En effet, depuis le samedi 30 avril dernier, les acteurs du comité national olympique ont décidé de placer la destinée de ce comité entre les mains de Georges Ongouan, qui a été élu à l'issue d'une élection démocratique et transparente. Il conduira les rênes de ce comité pendant 4 années et devra achever tous les travaux déjà entamés par son prédécesseur, tout en apportant son expérience et son expertise. En recevant ce relais, Georges Ongouan devra apporter de multiples résultats au plan olympique à la Côte d'Ivoire. Le président sortant a tenu à prodiguer des conseils à son jeune frère afin de continuer dans les sillons que les dévanciers ont tracés. Et ces réussites n'ont été possibles que dans un esprit d'union et de solidarité. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à mon jeune frère qui va me succéder, d'œuvrer dans le sens de la continuité basée sur le renforcement de l'union et de la solidarité. Notre réussite est également le fruit de l'excellente collaboration qui a toujours existé entre le ministère des Sports et le Comité olympique national de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc demander à M. le directeur de transmettre cela à M. le ministre. C'est pourquoi je voulais donc exprimer ma gratitude à M. le ministre des Sports pour son soutien permanent et continu pour notre organisation nationale olympique. Le nouveau président a salué l'homme pour son travail abattu à la tête du comité national olympique CENO depuis ses vingtaines d'années et a su continuer dans son sentier. Je ne vais pas m'attarder sur votre vie olympique parce que vous êtes l'icône. Vous êtes immense. Parce que nous avons décidé de vous consacrer une journée entière qu'on appellera la journée Palinfo pour honorer le grand olympien que vous êtes. Donc, à cette occasion, on aura tout le temps de vous saluer, de vous honorer et d'être ensemble avec vous pour vous dire que vous êtes notre chef, vous êtes notre doyen, parce que, qu'on le veuille ou non, vous êtes membre honoraire à vie du Comité international olympique. Concernant le relais que vous m'avez donné, je l'ai attrapé avec beaucoup de force. Il ne tombera pas, le relais. Pour rappel, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire est le représentant de la Côte d'Ivoire au Comité international olympique CIO. Il appartient à l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Recevons l'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction s'appelle Serikpa Djekou de Silva. Il est journaliste, spécialiste des questions environnementales à Business 24 Africa. Je voudrais souligner aussi, Serikpa Djekou de Silva, que vous êtes capitaine des eaux et forêts de formation. Vous avez été chef de service de communication à la SODEFOR et vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la forêt ivoirienne. Oui, effectivement, nous sommes là pour parler de la forêt ivoirienne, mais nous voudrions préciser que nous avons également été chargés de communication du professeur Laurent Akéassi. Alors, le professeur Laurent Akéassi était un grand botaniste, ethnobotaniste. Il a beaucoup parcouru la forêt en Côte d'Ivoire, en Afrique et même en Europe, mais je voulais dire qu'il était autodidacte. Il n'avait que le niveau C1, mais compte tenu de sa capacité intellectuelle, il allait soutenir un doctorat d'État au Muséum à Paris. Nous avons été son chargé de communication pendant 5 ans. Aujourd'hui, il ne vit plus. Paix à son âme. Paix à son âme. Voilà. Quel est l'état de la forêt en Côte d'Ivoire? Alors, l'état de la forêt, il faut dire que la forêt en Côte d'Ivoire est dans un état piteux. Une situation très alarmante. Et ce sont les chiffres qui nous le disent. Quand il a plu, j'allais dire, à l'administration coloniale de transmettre les résultats, la forêt, entre guillemets, la gestion de la forêt à l'État de Côte d'Ivoire en 1960, déjà la FAO, qui avait les résultats en 1930-40, nous annonçait 16 millions d'hectares. Alors, les 16 millions d'hectares ont été gérés, entre guillemets, dès que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. L'administration coloniale a donc transmis la gestion de la forêt à l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que pour que la Côte d'Ivoire se développe, pour que la Côte d'Ivoire forme ses cadres, il a fallu exploiter la forêt. On a donc constaté que c'est le bois qui était la première matière d'exploitation. Le bois a été donc exploité à des centaines de milliards pour la construction des routes, des barrages, des écoles, la formation des cadres de ce pays. Il faut dire qu'à partir d'une certaine époque, vers les années 60, il y a eu le binôme café-cacao. Après le bois donc, voici le binôme café-cacao qui va être la matière à exploiter pour pouvoir reconstruire, sinon pour pouvoir construire la Côte d'Ivoire. Mais le binôme café-cacao, il fallait faire la promotion. On se rappelle la Coupe nationale du progrès pour que les paysans, les populations qui étaient dans les villages, dans les villes, puissent s'adonner à l'agriculture. C'est pour dire qu'à un certain moment, il fallait aller vers les terres fertiles. Les populations ont donc investi la forêt ivoirienne pour l'exploiter à titre agricole. Alors, il y a eu la pression économique, il y a eu la pression, j'allais dire, démographique, et puis, aujourd'hui, quand on fait le point, le Fonds forestier national qui a fait les statistiques nous parle de 2,5 millions d'hectares aujourd'hui. Mais ce qu'il faut aussi révéler, sinon relever, c'est pour dire surtout que quand l'administration coloniale a transmis, entre guillemets, la gestion de la forêt à la Côte d'Ivoire, de 1930 jusqu'à 1976, il n'y avait aucune structure étatique qui gérait les forêts classées, parce qu'on a eu la gestion des forêts classées. Et l'administration coloniale nous a légué 231 forêts classées d'une superficie de 4 196 000 hectares. Vous pouvez donner des exemples de forêts classées, vous voulez parler? Oui, on a la... Non, il y a les forêts classées. On pourrait parler de la forêt classée de Irobo, la forêt classée de Rapide Gras, la forêt classée d'Angredou. Alors tout ça, ce sont des forêts classées qui ont été... Cela a été fait pendant l'administration coloniale. Mais quand l'administration coloniale s'est retirée, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas mis en place une structure pour gérer de façon durable ces forêts. Il a fallu, pour les forêts classées, en 1993, pour que la SODEFOR, qui est la Société de développement des forêts, puisse gérer ces forêts. Au niveau des parcs nationaux et des réserves naturelles, il n'y avait aucune structure étatique également.
C'est en 2002 que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place l'OIPR, c'est-à-dire l'Office ivoirien des parcs et réserves. Vous constatez donc avec moi que depuis 1930 jusqu'à ce qu'on arrive en 1993 ou en 2002, il n'y avait aucune structure étatique. Mais la forêt était gérée de façon, j'allais dire, un peu pas trop professionnelle avec le ministère des Eaux et Forêts. Et il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de difficultés. Des projets imposants ont été lancés depuis le gouvernement du feu Premier ministre Ahmed Bakayoko. Que retient-on sur ces projets de reboisement? Bon, il faut le dire, hein, c'est vrai, beaucoup a été fait depuis un certain temps. Le dernier gouvernement, sinon l'avant-dernier gouvernement qui était là avec M. Ahmed Bakayoko, nous avions à la tête de ce ministère le ministre Alain Richard Nwayi. Voilà. Alors, les résultats que nous avons, nous savons qu'à cette époque-là, pour ne pas dire pendant ce temps, il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits. Nous nous rappelons encore du projet PIDAC, c'est le programme intégré de développement et d'adaptation pour lutter contre les effets du changement climatique. Alors ce projet, il va faire en sorte que la ressource en eau soit une véritable action à mener pour la préservation de nos forêts. On se rend compte que le fleuve Niger a ses sources dans 9 pays, dont la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, nous avons 8 pays, dont 7 pays sont de l'Afrique francophone, avec le Nigeria. Et en Afrique centrale, nous avons le Cameroun. Alors, si il n'est pas fait une exploitation rigoureuse, rationnelle, responsable, il va sans dire que, puisque l'eau et la forêt font un, il faut donc faire de telle sorte que, quand il pleut, la pluie, les gouttes d'eau s'infiltrent dans le sol pour alimenter la nappe phréatique, et ce qui reconstitue la forêt. Donc ce grand projet PIDAC, nous savons que le ministre d'alors, Alain Richard Nwayi, a contribué pour que la Côte d'Ivoire soit partie prenante de ce grand projet. Il y a aussi un deuxième projet qui a permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'organiser la COP 15. Parce que tous les engagements que l'État de Côte d'Ivoire avait pris, il a fallu que le ministre fasse des efforts, une grande communication pour que enfin la Côte d'Ivoire puisse honorer tous ses engagements. Aujourd'hui, nous organisons la COP 15 et je pense que c'est à son actif. Mais il y a aussi le code forestier, parce que le premier code forestier que la Côte d'Ivoire avait, c'était un code forestier qui était la photocopie conforme du code forestier français. Vous comprenez que la France nous a légué la forêt, elle nous a légué un code forestier qui n'était vraiment pas adapté à nos réalités, à notre culture, à notre sociologie. Et il fallait que, au niveau du ministère des Eaux et Forêts, ce code forestier soit réadapté et qu'il soit, j'allais dire, diffusé pour que les uns et les autres sachent concrètement comment il faut réagir. Puisque vous parlez de lui, on va aborder une question qui s'intéresse au ministre Alain Richard Nwayi. Une affaire fait grand bruit en ce moment sur les réseaux sociaux. Le dernier remaniement ministériel a vu la sortie du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Nwayi, du gouvernement. Certains médias expliquent sa non-reconduction par une prétendue complicité dans un trafic de bois. De quoi s'agit-il? Bon, merci, confrère. Il faut rappeler que c'est dans l'apparition du 25 avril 2002 de Jeune Afrique, sous la plume de notre confrère Vincent Duyem, et il a dit comme ça, il a écrit « Trafic de bois, les coulisses du pillage ». Plus loin, il écrit « Enquête sur un scandale d'État qui a coûté son poste au ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Nwayi ». Alors quand il a fait son écrit, évidemment c'est sorti. Mais pendant ce temps, le ministre était encore au gouvernement. Parce que l'apparition de l'article, je le précise encore, c'est le 25 avril 2022. Alors il a fallu que M. Alain Richard Nwayi ne soit plus au gouvernement pour que les réseaux sociaux s'emparent. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention aux réseaux sociaux. Vous comprenez qu'on utilise beaucoup les rumeurs. Mais ce que je voudrais aussi regretter, c'est un peu l'attitude, sinon les investigations qui ne sont pas aussi trop claires quand on lit l'article de notre confrère Vincent Duyem. Est-ce qu'effectivement, Alain Richard Nwayi,
comme il écrit, s'est-il fait, entre guillemets, prendre par Ibrahim Lakis, ce Ivoiro-Libanais? Est-ce que c'est vrai? Parce que dans ses écrits, nous ne retrouvons pas les preuves palpables. Toujours est-il qu'il a écrit et les réseaux sociaux se sont servis pour faire de la rumeur. Voici un peu les faits tels que je les explique. Cela a nourri les réseaux sociaux et le ministre, l'ex-ministre, j'allais dire, a réagi dans la presse en rejetant ces accusations. Quel commentaire faites-vous? C'est son droit de réagir, puisqu'il a dit qu'il ne se sent pas concerné par ces allégations. Ce sont des rumeurs et puis c'est pour salir sa personnalité. C'est tout à fait normal qu'il y réagisse. Mais nous aurions peut-être à un autre niveau, ça c'est mon analyse personnelle, quand il était encore au gouvernement, parce que l'article est paru en avril 2002. Donc il n'a pas réagi à cette période. Mais nous pensons que la communication c'est aussi ça. C'est nous qui choisissons à quel moment il faut parler. S'il a choisi ce moment, ça veut dire qu'il se sent concerné. Mais nous sommes dans un pays de droit. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire, si l'État de Côte d'Ivoire estime, les institutions peuvent s'auto-saisir. Mais dans le cas contraire, il a aussi le droit de se défendre. Pourquoi même ne pas porter plainte contre Jeune Afrique? C'est aussi possible. Alors, au moment où cette affaire de l'ex-ministre fait grand bruit, la Côte d'Ivoire se prépare à organiser la COP 15 sur la désertification. Quels sont les enjeux? Alors, la COP 15, les enjeux sont nombreux. Voilà qu'aujourd'hui, c'est près de 197 pays qui viennent en Côte d'Ivoire. 5 000 à 10 000 participants. Alors, la Côte d'Ivoire sera au devant de la scène internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques constituent une véritable résolution de la crise de la forêt, de l'eau, mais aussi des espèces fauniques. Nous sommes la Côte d'Ivoire et nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés aujourd'hui par rapport à certaines espèces. Il y a des espèces qui sont protégées intégralement, certaines intégralement, d'autres partiellement. Il faut donc faire de telle sorte que nous ayons la capacité de protéger la nature dans son ensemble. Alors, les enjeux, c'est aussi des chefs d'État qui viennent. Des chefs d'État qui viennent en Côte d'Ivoire pour prendre des décisions réelles, scientifiques, pour que la forêt soit une véritable, j'allais dire, une véritable zone de protectrice de nos écosystèmes. Quand on sait qu'aujourd'hui, tout est désorganisé parce qu'on ne sait plus à quel moment il pleut. On constate que les eaux montent, les côtes sont atteintes. Il fait beaucoup chaud. C'est véritablement grave. Mais les espèces aussi disparaissent. Aujourd'hui, on ne parle plus d'éléphants. Parce que les éléphants sont allés très loin dans la nature. C'est tous ces fléaux-là, il faut avoir des solutions. Donc nous espérons que la Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner. On parle de la COP 15, mais c'est une histoire de voir en fait qu'est-ce que le monde décide aujourd'hui pour que les luttes contre les effets du changement climatique soient une réalité. Alors on parle de l'héritage d'Abidjan. C'est aussi un grand point pour nous. Et puisque c'est près de 5 à 10 000 participants, à travers les débats, à travers les panels, avec les journalistes, près de 700 journalistes qui sont en Côte d'Ivoire, je pense qu'au niveau de l'économie aussi, il faut se féliciter. Alors, Alain Richard Donvaï est parti. Laurent Tchagba est le nouveau ministre des Eaux et Forêts. Pensez-vous que ce ministre pourra relever le défi pour la restauration du couvert forestier ivoirien? Bon, nous l'espérons. Nous l'espérons. Nous savons aussi la vision du chef de l'État. S'il a choisi Laurent Tchagba pour être ministre des Eaux et Forêts, je pense qu'il a ses raisons. Et c'est tout à fait normal de lui faire confiance. Mais nous aussi, nous analysons et nous disons qu'il est expert. Parce qu'il a cette formation. Quand on parle de la forêt, on parle de l'eau. De l'eau également. Quand on parle de l'eau, on parle de la forêt. C'est un binôme. Voilà. Il faut qu'il y ait la forêt pour qu'il y ait l'eau, mais également qu'il faut qu'il y ait l'eau pour qu'il y ait la forêt. Alors comme il est expert, il a cette formation, il a la formation en hydraulique,
nous pensons, nous analysons qu'il va mettre beaucoup un accent sur la ressource en eau. Voilà, nous avons vraiment une très belle ressource, mais il faut une combinaison réelle entre la forêt que nous avons, les ressources en eau que nous avons, pour que nous puissions faire en sorte que des programmes cohérents qui ne sont pas contraires à nos réalités, ils puissent les mettre en place et que les eaux et forêts dont on parle souvent puissent véritablement être revitalisées pour la restitution de la forêt, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans une situation très alarmante et nous pensons que Laurent Tchagba, qui est désormais le ministre des Eaux et Forêts, le ministre des Eaux et Forêts, aura les coups de franche pour que véritablement on parle de reconstitution de la forêt ivoirienne pour le lendemain meilleur de nos enfants, parce que c'est aussi ça le développement durable. Alors, merci, chers confrères. Et comme vous êtes de surcroît un corps habillé, on pourra dire sans se tromper, salut mon capitaine. Pas de souci. Poursuivons cette édition avec la ville de Grand-Bassam où s'est tenue du 5 au 6 mai la conférence régionale africaine sur le travail décent, l'économie sociale et solidaire, conjointement organisée par l'OIT, Organisation internationale du travail, et la Fondation Friedrich Ebert. Cette conférence a réuni les représentants venus de 10 pays de la sous-région. Une occasion pour les participants de comprendre l'économie sociale et solidaire, son potentiel et son développement en Afrique. Konena Norgo et Doumbia Ayuba. Travail décent, économie sociale et solidaire. Ce sont les maîtres mots de cette conférence régionale africaine organisée par l'Organisation internationale du travail et la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Ce thème fera également l'objet de discussions lors de la 110e session de la conférence internationale du travail prévue en juin prochain. C'est un sujet mondial et ça serait une première fois que ce sujet figure sur l'agenda. Donc ça veut dire qu'avec les gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans le monde, on veut renforcer l'attention à ce sujet. Donc aujourd'hui et demain, on va s'appuyer sur les expériences en Afrique, ici en Côte d'Ivoire aussi, justement, pour qu'on puisse s'appuyer là-dessus. En même temps, on est à Côte d'Ivoire ici, donc c'est important qu'on peut apprendre de ces associations, de ces organisations. On a organisé cette conférence pour soutenir la préparation des délégués africains pour la 110e conférence internationale de l'Organisation internationale du travail, qui a mis ce sujet sur l'agenda. Maintenant, ici, en Côte d'Ivoire, on s'attend à des changements économiques importants. On a l'érosion des terres, on a le changement climatique. Cette conférence de 2 jours a permis aux 10 pays participants de comprendre le potentiel et le niveau de développement de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Pour la Côte d'Ivoire, la question du travail décent et de l'économie sociale et solidaire est prise à bras-le-corps par le gouvernement. Il faut dire que notre législation impose le travail décent. Le travail décent est un impératif pour tout employeur de veiller à ce que le travailleur travaille dans un environnement propre, que tout travailleur ait tout le mécanisme de protection sociale en vigueur pour que son travail soit qualifié de travail décent. Cette conférence régionale a été meublée de partage d'expériences, de discussions et aussi d'informations entre les quelques 60 participants venus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc, de l'Eswatini et du Rwanda. Également de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Sénégal, de la Tunisie et du Nigeria. En plus de cette délégation, plusieurs représentants de l'Union africaine et d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont pris part à cette conférence. Il s'est tenu le week-end dernier à Abidjan une réunion du bureau de la mutuelle de développement économique et socioculturel du village de Ponavaï.
Il était question pour les membres d'échanger sur des questions importantes. Il s'agit notamment du règlement intérieur, de l'élection du nouveau commissaire aux comptes et surtout de la présentation du plan d'action du nouveau président de la mutuelle, Pierre Tebeu. Le nouveau président de la mutuelle de développement économique et socio-culturel du village de Ponavaï veut s'attaquer aux problèmes de leur localité. Un village encore très enclavé qui connaît des difficultés de développement. Le nouveau président a saisi l'occasion de cette assemblée générale pour décliner son plan d'action devant tout son bureau. Des projets sont déjà mis en place pour que le village soit électrifié. Et ça, c'est en cours. Nous rendons grâce à Dieu. Mais il y a des projets que nous-mêmes, pendant nos 5 ans, que nous devons mettre en place, qui vont faire vraiment bénéficier le village, c'est-à-dire quoi? Créer une usine de transformation du manioc qui va régénérer vraiment du travail pour ces populations. Il y a aussi ce projet de, on appelle ça, logements sociaux, que nous allons mettre en place pendant ces 5 ans pour pouvoir vraiment permettre à nos parents d'avoir un toit, même quel que soit là où ils sont, mais des logements sociaux qui seront à moindre coût. Mais où prendre les ressources financières nécessaires pour réaliser toutes ces ambitions pour sa localité? Il compte bien entendu sur l'apport de chacun et celui de la diaspora qui a suivi l'Assemblée générale en direct sur Internet. Ici, nous avons un chapelet de projets. Et ces différents projets, on a besoin des uns et des autres, de la diaspora et tous ceux qui sont ici déjà à cette assemblée pour soutenir ces projets. Certes, je suis le président, mais derrière ce président que je suis, il y a ces vaillantes personnes qui sont épris par vraiment la chose du village. Il aura également le soutien de son bureau avec celui du nouveau commissaire aux comptes élu, séance tenante par acclamation. La touche sera particulière parce que je vais bénéficier d'abord des conseils de mon aîné Kou Aman, qui est à côté de moi, qui va m'épauler dans les tâches pour que nous contrôlions réellement toutes les dépenses et tout ce qui va se faire dans le bureau, par le bureau exécutif. Il faut que tout soit su et connu de tous. Nous allons étaler et suivre les trésoriers, tout ce qui va sortir, tout ce qui va rentrer. C'est la touche particulière. Le village de Ponavaï est situé dans la sous-préfecture de Bagouo, département de Djoekoué, dans la région du Guémon. Et voilà qui vient mettre fin à cette édition. Continuez de suivre Business 24 Africa, la télé utile. À bientôt.